Bienvenue pour ce café littéraire du dimanche. Alors, c'est plus trop le dimanche matin de bonne heure, mais merci quand même d'être avec nous, c'est dimanche. On va passer un petit moment avec Caroline Hinault, que je vais vous présenter tout à l'heure, pour son roman donc Solac, qui est paru au Rouergue Noir. Mais pour commencer cette rencontre, on a la chance de pouvoir profiter d'une lecture qui va vous permettre un petit peu de rentrer dans le texte et de comprendre de quoi on va parler dans un deuxième temps. Donc je laisse la place à François, à la Bille. Non, j'étais sur la Bille, mais je n'avais plus. À François pour la Bille, voilà, qui va nous lire un extrait. Alors, il va falloir un tout petit peu de silence parce qu'il le fait à voix haute, mais on ne va pas empêcher les gens du bar de boire non plus. En tout cas, quand il est arrivé sur ce lac, j'ai tout de suite compris qu'il ne voulait pas scoltiner la partie militaire de notre identité. Le moins possible. Ça le dérangeait, nos vestes kaki, alors que la sienne est bleue, avec le sigle de son équipe scientifique. C'était pas son truc, l'ordre, la hiérarchie. Et pourtant, d'ordre, il n'y en a pas beaucoup sur ce lac. Même si officiellement, je suis le supérieur de tout le monde, de Roch et du gamin aussi maintenant. Je sais plus si je l'ai dit. À quoi ça aurait servi de se sentir au-dessus de toute manière? Par quel moyen j'aurais pu faire sentir que j'étais le chef? Faut du monde autour qui se laisse commander pour que ça existe, le pouvoir. C'est un mot qui démarre qu'à plusieurs, au carburant de l'obéissance. Et puis de toute façon, ici, le vrai chef, le seul tyran, c'est la survie. Cette chienne de survie qui nous tient par les tripes, les crocs bien plantés dans les intestins sans jamais lâcher son paquet de viscères. N'empêche, en cas de coup dur, les hommes aiment bien avoir un chef. Ça les soulage d'eux-mêmes. Alors quand il faut vraiment, c'est moi qui prends le rôle et quelque part ça me rassure. Parce que Roch est tellement con que ça me ferait mal de lui obéir. J'en ai vu des cinglés. Des brutes poussées à sec, sans une goutte d'amour, la vraie misère, le vrai désert. Des éponges, asséchées, creusées par la soif mauvaise de ce qui viendrait les regonfler d'humidité noire. J'en ai vu qui faisaient vraiment peur. On n'aime jamais ça. Avoir affaire à des humains inhumains, de ceux qui ont une tête, des bras, des jambes, mais qui vous éventrent un homme sans état d'âme. J'en ai approché, de très près même. Mais j'aime pas penser à ça. Roch a de cette nature-là, si on peut appeler ça une nature. Je sais rien de son passé, que des grandes lignes. On est tous arrivés ici pour la même raison. L'espoir d'amnésie. À moins que ce soit d'amnistie. C'est le problème des grands mots. À deux lettres près, comment savoir? En tout cas, l'espérance vénéneuse qu'à force de bouffer de la banquise, il y aurait un peu d'innocence ou un truc originel, bien limpide, qui viendrait nous laver d'être des hommes. Le faux espoir que si le temps peut servir à une chose dans nos vies de cafards, ça devrait être au moins à ça, à y rouler les choses trop laides pour être racontées, à en faire un grand cigare amer qu'on fume seul le soir, avant d'en faire retomber les cendres froides sur nos âmes jaunies. À part Grizzly, personne n'a jamais dit clairement pourquoi il s'était retrouvé sur ce lac. Bien sûr, il y a la mascarade officielle qui fait tenir la meringue debout. On est là parce qu'on l'a bien voulu, le purgatoire consenti. L'isolement, le froid, la nuit, on les a cherchés, voire quémandés, la langue pendante à notre hiérarchie, trop contente d'offrir notre laideur en pâture à l'oubli, de se débarrasser de clampins plus ou moins volontaires pour garder un drapeau râpé qui claque au vent son orgueilleuse illusion de posséder le territoire. Mais le gamin, par quel hasard un simple troufion avait fini par se retrouver là? Merci.
Merci beaucoup pour cette lecture. Donc voilà, vous avez entendu un petit peu l'écriture et l'ambiance de Solac, qui est donc un premier roman, ce qu'il faut aussi préciser, parce qu'un premier roman dans la vie, la carrière d'un auteur, c'est pas rien. Et c'est un roman très court et très dense, ce sont quelques indices que je peux vous donner, et qui fait partie de ces livres dont on ne peut pas donner tous les éléments aussi. Donc voilà, il y a certaines choses qu'on va garder pour nous. C'est un roman qui s'est très vite fait repérer, qui a attiré l'attention des lecteurs, des grands lecteurs de romans noirs aussi. Voilà, il a vraiment quelque chose de particulier, donc c'est pas pour rien que Caroline est là avec nous. Mais comme c'est un premier roman, on ne la connaît pas encore très très bien. Donc j'aimerais qu'on commence un petit peu à faire connaissance comme ça, parce que nous, on s'est déjà rencontrés à Toulouse sur un premier salon, donc je commence un petit peu à connaître Caroline, mais je ne sais pas tout. Et j'aurais bien aimé savoir justement comment cette arrivée dans l'écriture s'est faite, parce que l'écriture arrive à différents stades de la vie pour les auteurs. Est-ce que c'est vraiment un projet récent ou finalement, comme pas mal de gens, tu écris depuis longtemps et tout d'un coup quelque chose s'est passé ? Oui, alors bonjour d'abord à tout le monde, merci d'être là. Oui, l'écriture, alors ça va pas être très original, l'écriture elle est là quand même depuis très longtemps. Moi je suis vraiment une très grande amoureuse de la littérature depuis toujours. Je suis tombée dans les livres toute petite, à la bibliothèque municipale pour être précise. Vraiment dans le chaudron des livres empruntés, voyez, par paquet à la bibliothèque. Et puis... Donc très vite, j'ai voulu vivre dans les livres, dans l'écriture, dans le langage. Ça a été une passion immédiate. Et alors de là à devenir écrivain, il va falloir beaucoup de temps. Et puis il faut passer des stades d'inhibition, voilà, on s'interdit soi-même, il faut s'autoriser. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, je voulais vivre dans les livres. Donc d'abord, j'en ai fait mon métier. Je suis professeure de français par ailleurs. Donc c'est vrai que le langage, c'est quand même très important dans mon existence. Les livres sont très importants. Et puis l'écriture, je dirais que ça fait presque une quinzaine d'années que j'écris vraiment presque au quotidien. Enfin, j'essaye parce que la vie est remplie de plein de choses. Donc voilà, mais dans une espèce de discipline quand même pour écrire. Et ce livre-là, c'est un heureux hasard en fait. C'est-à-dire que c'est comme s'il était arrivé au bout d'une longue sédimentation, enfin de quelque chose... Parce que j'ai écrit plusieurs manuscrits, en fait, on va dire les 10 dernières années, des choses pas du tout roman noir, enfin qui je pense seraient estampillés roman noir, qui n'est pas tellement ma culture littéraire. Je lis énormément de choses, tout un tas de choses, beaucoup de littérature contemporaine. J'ai aussi une culture très classique de par mes études, mon métier, etc. Et donc le roman noir, c'était pas du tout quelque chose que j'avais en tête, mais vraiment pas. J'ai été très très surprise quand la maison d'édition m'a dit mais c'est quand même un roman noir ce que vous avez écrit. Alors, j'ai dit ah bon, première nouvelle. Et donc voilà, au contraire, j'ai écrit pendant des années des textes, des manuscrits qui étaient une réflexion, on va dire, sur le monde et l'être humain pour faire large. Et puis au fil aussi des refus des éditeurs, ça oblige à resserrer, à être de plus en plus exigeant à épurer l'écriture, à aller très très loin dans cette exigence et dans ce rapport au langage, qui est moi ce qui me passionne. Le rapport à la langue, c'est fondamentalement ce qui m'intéresse. Comment travailler le langage, comment faire saillir les choses, les pensées, traduire ce qu'on ressent en images. Et donc, ce livre-là, il est parti au départ d'une tragédie. Je voulais écrire une tragédie, voilà. Et puis il y a eu deux choses. En fait, il est parti de lecture et de rencontre. En fait, je pense comme toujours dans la vie, c'est-à-dire qu'il est parti de lecture de tragédies, à la fois très classiques, même de Sophocle, plus des tragédies raciniennes, et même si vous connaissez Wajdi Mouawad, qui est un tragédien, enfin un dramaturge actuel que j'aime énormément. Et je lisais d'ailleurs une pièce de Wajdi Mouawad et j'étais frappée par à quel point la tragédie nous parle de nous et parle à la fois du monde tel qu'il est, de l'état dans lequel il est. Et au même moment, j'ai fait la rencontre d'un photographe donc, que certains doivent connaître ici, vu la thématique du festival, de François Lepage, en fait des frères Lepage, pour la bande dessinée La Lune est blanche. Et ça, c'était dans le cadre de mon travail. Je faisais un projet avec des élèves et puis je les faisais écrire justement sur des photographies de François Lepage parce que j'avais trouvé le livre admirable. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, La Lune est blanche, c'est une bande dessinée
ou un roman graphique, là, je sais pas. Mais c'est un très beau livre, en tout cas, où les deux frères, qui sont des frères bretons, un est illustrateur, Emmanuel Lepage, il est assez connu, enfin même très connu, et tous les deux ont été invités à aller en Antarctique, en fait, avec l'Institut polaire français. Ils vont faire là-bas, comment ça s'appelle, je cherche mon mot. Enfin, un ravitaillement. Et donc, ils vont participer à un ravitaillement. Et donc, l'un va illustrer le voyage et l'autre va prendre des photographies. Donc, ça donne un livre à 4 mains qui est très beau. Et j'organise une rencontre des élèves avec ce photographe. Et quand il en parle de ce voyage, déjà, j'avais beaucoup aimé le livre et les photographies. Et quand il en parle, je comprends que c'est un lieu d'une intensité incroyable. C'est-à-dire que moi, j'étais en train de réfléchir à écrire une tragédie, mais j'avais pas de lieu. Je voulais écrire un huis clos, des personnages qui soient coincés quelque part, et j'avais pas forcément d'endroit. Et puis là, vous voyez, ce hasard, parfois, des rencontres, c'est incroyable. Quand il parle de... Alors, c'était l'Antarctique. Moi, j'ai situé dans l'Arctique, mais enfin, c'est à peu près le même froid et le même blanc. Et donc, quand il en parle, je me dis, mais c'est un lieu extraordinaire, quoi, où tout devient intense, où tout est ramassé, où tout est d'une intensité. Mettre un orteil dehors, c'est se mettre dans un danger de mort, en fait, presque immédiat, de froid, en plus, il y a la faune, etc. Donc, en fait, d'intensité dramatique formidable. Et donc là, les deux se sont rencontrés, le tragique et le froid. Et je me dis, on va écrire une tragédie sur la banquise. Voilà. Alors, les éditeurs dans cette partie-là sont très très importants. Moi, j'aimerais bien avoir quelques mots sur le Rouergue et notamment cette collection Rouergue Noir, parce que moi, j'ai lu un livre qui s'appelle Grisefjord, je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas, je vous le recommande, de Gilles Stassard, qui était venu en rencontre à la Géothèque, et il y a des liens entre les deux qui sont super intéressants. Et le Rouergue est une très intéressante maison d'édition. Ça fait partie de celles à qui tu as envoyé le manuscrit et qui t'ont dit oui. Il y a eu un contact particulier, une histoire particulière avec eux? Non, en fait, j'ai envoyé par la poste, quoi. Vraiment, c'est vraiment le grand classique de j'ai envoyé le manuscrit à quelques maisons d'édition. Ce sont les premiers qui... elle l'a lu très vite, elle m'a appelé presque aussitôt. Voilà, je n'avais pas lu Grisefjord, en fait. Je connaissais la maison du Rouergue parce que je trouvais que c'était une maison justement qui alliait la qualité, enfin l'exigence d'écriture avec aussi une exigence dans la narration, dans ce qui est raconté. Mais je connaissais pas ce texte. Mais en fait, heureusement, je pense que j'avais pas trop lu ni de roman noir, ni de polar, ni sur le grand froid, parce que je pense que ça m'aurait complètement inhibé. Alors parce que depuis, on me sort plein de références que j'ai pas vues, pas lues, et je me dis tant mieux, parce que je pense qu'en fait, on peut pas écrire si on commence à être trop nourri. Enfin, c'est deux choses différentes, quoi. Soit on se documente énormément, mais il faut savoir faire la part des choses entre ces influences et ces documentations. Moi, là, ça a été vraiment totalement imaginaire. Enfin, à part cette bande dessinée et ces photographies, j'ai cherché le moins possible de choses sur le territoire arctique, en fait, quoi. Et ça, c'est justement un des éléments intéressants. On est dans un festival, enfin, vous avez sans doute assisté déjà peut-être à quelques rencontres où il y a énormément de témoignages de vécus, de gens qui sont, à travers des récits, allés sur place, qui ont ramené de la matière, qui ont fait des voyages pour écrire sur leur voyage, que ce soit de manière fictionnelle ou sous forme documentaire. Je n'ai pas épluché tout le programme, mais je pense que tu es une des rares ici qui ne pas y être allé. Tout est dans l'imagination. Ah oui, complètement. Oui. Là, ça c'est assez. Ça pose des difficultés. On sait que l'imagination peut tout, mais en fait, c'est ambivalent. C'est-à-dire que de toute manière, moi, ça m'intéresse beaucoup l'ambivalence, mais c'est une grande liberté. C'est-à-dire que finalement, de ne pas y être allé... Par ailleurs, moi, j'adore voyager, donc j'ai voyagé dans d'autres endroits du monde, mais pas dans le grand froid, et plutôt dans le grand chaud, on va dire. Et c'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est pas là-dessus que j'ai eu envie d'écrire maintenant, quand je vous le dis, là. Et j'ai pas voulu écrire sur quelque chose que je connaissais, finalement. Et je trouvais que c'était plus libre en termes d'écriture... Moi, je cherchais à transcrire la force poétique du lieu. Et cette force poétique, mais à la fois dangereuse aussi, sur une crête qui est... on en parlera peut-être, mais ce territoire, pour moi, d'imaginaire, là, ce grand froid, le nord du cercle polaire arctique, je trouve que ça déploie un imaginaire incroyable, mais autant du côté de la fascination, de la majesté de ces territoires, dont on est tous un peu dans le fantasme, les grands espaces, l'exploration, etc. Et puis en même temps, c'est quand même extrêmement dangereux. Enfin, je veux dire, il faut être équipé, il faut savoir ce qu'on fait là. Enfin, voilà. Donc, et puis j'aime bien l'ambivalence du rapport un peu proie-prédation là entre la nature et l'homme, où l'homme est remis à sa juste place aussi. Enfin, il y a une réflexion philosophique très très vite en fait qui arrive immédiatement.
Donc voilà, ça m'intéressait. Mais je suis un peu partie loin là. Au départ, qu'est-ce qu'on disait sur d'écrire sur d'écrire sur ce que je connaissais pas. Et puis en plus, j'ai choisi 4 hommes. C'est un huis clos de 4 personnages. Donc ça m'a beaucoup intéressée depuis, parce que les gens qui ont lu le livre m'ont dit, mais alors on dirait que c'est écrit par un homme, et 2, que vous y êtes allés. Donc là, je me dis, super, parce que vraiment 2 territoires d'altérité totale. Être un corps d'homme, je ne connais pas, de l'intérieur, et puis le territoire arctique, je ne connais pas non plus. Donc ça faisait 2 territoires, de totale altérité, dont il fallait se saisir, qu'il fallait découvrir par le langage, essayer d'approcher au plus près par le langage. Et en fait, ça, c'est formidable. Quand on écrit, quand on aime écrire, quand il y a cette espèce d'immersion dans le langage qui, moi, m'anime complètement, qui me passionne complètement, en fait, il vaut peut-être mieux aller très loin de soi. C'est-à-dire que, et je me suis rendu compte même à la relecture du livre, qu'il faut aller très très loin de soi parfois pour finalement dire des choses aussi de soi. C'est-à-dire que les gens qui ont lu le livre m'ont dit, mais ça paraît extrêmement éloigné de qui je suis. C'est un roman qui est très féroce, très violent, sur la masculinité, sur l'Arctique, en gros à peu près tout ce que je ne suis pas, je pense, dans l'existence. Féroce peut-être, mais violente, j'espère pas. Et vraiment, en même temps, oui, ça dit des choses du rapport au monde, de ce qui vous travaille. Et en fait, on injecte ça dans l'écriture plutôt. Moi, je le conçois comme ça, en fait. Mais... Alors, de la même manière, c'est un décor qu'on peut imaginer un peu compliqué à raconter, parce que finalement, c'est quoi ? C'est blanc, c'est sombre, il fait nuit une grande partie du temps. Il n'y a rien à raconter, en fait. Il faut trouver comment... Donc ça, c'est super. Alors ça, c'est super, parce que c'était mon gros challenge. Moi, je suis une grosse fan de Flaubert. Je suis prof de français, donc on ne se refait pas. Donc, je fais partie des gens qui martyrisent la jeunesse de France avec Madame Bovary. Et donc, vraiment... Mais j'adore. Il faut relire Madame Bovary. Vous verrez, en fait, on le lit trop jeune, mais quand on lit plus vieux, on se dit, il a tout compris, c'est formidable. Et donc, Flaubert, il dit qu'il voulait écrire sur le rien. Quand il a beaucoup parlé sur Madame Bovary, et il a dit notamment, c'était un livre dans lequel il voulait écrire sur le rien, mais avec un grand R, R majuscule, et le vide. Et donc, je me suis dit, quand je vous parlais d'inhibition par rapport à l'écriture, je me dis, rien ne peut égaler Flaubert, pour moi, qui est vraiment un maître. Mais en même temps, je me dis, allons-y, écrivons sur le rien, sur le vide. Donc, c'est ce grand aplat de blanc, où il se passe rien, où on a 4 hommes qui s'ennuient dans des toutes petites baraques. C'est le confinement avant le confinement, parce que ça a été écrit avant le confinement. Donc après, on m'a dit, ça évoque le confinement. Bon, pur hasard. Mais vraiment, cette idée de survie, une poignée d'hommes qui survit dans un endroit où il se passe rien, et en plus où il y a la nuit arctique qui tombe. Alors moi, la nuit arctique, ça me passionnait aussi, parce que je me dis, mais quel élément narratif aussi formidable, cette nuit qui tombe et qui les ensevelit. J'avais des références un peu mythologiques en tête. C'est-à-dire que pour moi, cette grande nuit qu'il fallait qu'ils traversent ensemble, c'était un peu... c'est Orphée aux enfers. Toute la mythologie de la descente aux enfers, d'une traversée en soi-même aussi. Un moment, il y a un passage d'ailleurs où le personnage raconte ça. C'est une descente très très loin en soi, dans ses propres angoisses, dans ses propres fantômes, dans sa propre histoire, parce qu'ils sont face à eux-mêmes. En fait, j'aimais énormément l'idée que... quand il n'y a rien qui vous rattache au monde humain, rien, à l'institution, nous, ce qui nous tient en société, ce qui fait société, c'est quand même qu'il y a des institutions, il y a la justice, il y a l'école, on a des codes sociaux, etc. Vous mettez 4 hommes en proie à leur pulsion, en plus pas la plus belle part de l'humanité quand même, faut dire que je n'ai pas choisi toujours les meilleurs, vous les mettez ensemble à survivre sur un bloc de froid comme ça, dans une grande nuit. Très très vite l'inhumanité pointe le bout de son nez, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui nous tient humains, qu'est-ce qui fait qu'on reste humain, qu'est-ce qui maintient une dignité humaine dans le rapport à l'autre et même à soi, en fait. Et très très vite, je pense qu'on est très proche de la folie dans cet isolement, dans le fait qu'on doit scoltiner les autres, la survie avec l'autre. Et puis ça m'intéresse aussi philosophiquement, le fait que faire avec l'autre, quoi. Grande question de la société actuellement, n'est-ce pas ? Supporter l'autre. Comment on fait pour tenir ensemble, rester des êtres humains dignes ? Donc effectivement, l'important là-dedans, ce sont aussi, et sans doute beaucoup, les personnages, oui. Puisque, alors, d'une, on ne se retrouve pas là-bas quand même par hasard. Ils sont là pour garder un drapeau. Bon, c'est pas le plus passionnant des jobs, le drapeau ne bouge pas. C'est absurde. Ils ont un travail absurde. Ils doivent garder un drapeau. C'était Beckett, quoi.
Il y a un territoire, là, c'est vraiment ce territoire, il faut marquer le territoire, là aussi. Oui. Et ce sont tous un peu des... Enfin, je ne sais pas comment tu les as conçus, mais ce sont tous un peu des archétypes de différents êtres humains. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces alors, notamment les 3 premiers qui sont là, il y a un 4e qui arrive qui va bousculer l'ordre établi, hein, c'est un peu l'étranger qui arrive, qui va mettre en relief certaines choses. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu les as Comment je les ai conçus? Alors à la fois comme archétype et à la fois j'espère un peu quand même traversé par des ambivalences, enfin surtout le narrateur. Alors en gros, donc il y a 4 personnages, 3 au départ qui vivent sur cette presqu'île qui n'existe pas au passage. Hein, c'est vrai que j'ai pas précisé que Solac, faut pas chercher sur une carte, ça n'existe pas, c'est un lieu que j'ai inventé. Et il y a 2 militaires, donc il y a le narrateur qui s'appelle Piotr et on a accès à l'histoire qu'à travers sa voix. Tout le livre n'est qu'un flux de conscience, en fait. Il n'y a que lui qui parle. Et donc, on a accès, quelque part, qu'à sa subjectivité, qu'à son regard sur le monde. Et donc, lui, c'est le plus vieux de la bande. C'est un vieux militaire. On ne sait pas trop leur nationalité. On suppose qu'ils sont russes, slaves, on ne sait pas trop. Et donc, ils ont ce travail absurde de garder un drapeau sur ce territoire blanc. Et donc, moi, c'est vrai que ça me faisait penser un peu En attendant Godot, etc. Enfin, le truc absurde, quoi. On doit garder un drapeau au bout du monde et dire qu'on est bien les propriétaires. Hein, attention, hein, ça, c'est à nous. Hein. Et donc, voilà. Donc, lui, il est là depuis 20 ans et on comprend qu'il a été un peu banni du monde des humains, mais on ne sait pas trop, quoi. On ne comprend pas très bien pourquoi il est là depuis 20 ans. Il a l'air de s'en accommoder. Il est content d'être loin du monde des humains et en même temps il en souffre. Voilà, donc il digère sa misanthropie comme il peut et ça lui a un petit peu créé aussi un langage singulier. Comme il est seul depuis 20 ans, enfin il voit quelques troufions arriver de temps en temps, mais enfin voilà, ça lui a créé un langage un peu particulier, une manière de voir le monde un peu particulière. Le deuxième militaire, c'est Rock, donc qui a un prénom, R-O-O-Q. Qui est aussi monolithique que son nom en fait, c'est la grosse brute quoi. C'est la grosse brute testostéronée qui investit très libidinalement la chasse. Voilà, ça lui plaît beaucoup de tuer, le sang, tout ça. C'est vraiment quelque chose, on sent qu'il anime complètement. Là, je le dis un peu caricaturalement, mais il se trouve qu'il y a des êtres qui sont animés par ça pour de vrai. C'est-à-dire vraiment tuer, traquer, dominer peut être une vraie jubilation et je pense que c'est quelque chose qui est intéressant d'aller interroger sans forcément uniquement le caricaturer. Donc voilà, ce pauvre Rock, il est prisonnier de sa bêtise et de ses muscles et il fait ce qu'il peut lui aussi pour survivre et alors lui il est très très peu doué avec le langage parce qu'ils ont tous un rapport au langage très différent parce que ce qui m'intéressait c'était quand même de les questionner sur le rapport, je dirais, au langage et à la bête. Donc il y a le narrateur, il y a Rock le militaire très 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 brutal et bestial et puis il y a le troisième, le pauvre Grizzly qui lui est un scientifique. Un jeune scientifique, parce que l'histoire se passe fin du XXe siècle, au début des premières observations climatologiques. Et je voulais un personnage qui soit un peu quand même, un peu du côté de l'humanisme. Il est un peu idéaliste. Lui, il vient là pour faire des observations, parce qu'il a conscience que du réchauffement climatique, etc. Et lui, il travaille pour le bien commun, quoi. Il est vraiment animé par quelque chose d'assez beau. Et donc, il doit scoltiner la présence des 2 autres militaires là, avec qui c'est pas forcément évident de cohabiter et de survivre. Et lui, en plus, il est lecteur de poésie, il aime le langage. Bon voilà, donc on imagine que la cohabitation est pas simple. Et le 4e personnage, c'est la première page du livre. Il y a un 3e militaire, mais un tout jeune soldat qui est Élie Treuillet, qui arrive sur la presqu'île. Et lui, il est mutique. Il est tout en nervosité, il est entièrement tendu, il dit rien et on sent qu'il va injecter une tension dans le groupe qui était déjà pas une harmonie incroyable et ce 4e personnage arrive et va vraiment dynamiter l'équilibre du groupe. Et c'est vrai que ce qui m'intéressait, c'est qu'ils ont tous un rapport au langage très différent. Il y a le narrateur, lui, il a une logorée, il parle non-stop. Et puis Rock, il est presque analphabète. Grizzly, lui, il est poète. Et puis il y a le 4e qui est mutique, quoi. Donc chacun a un rapport très différent à la langue. Et je pense que ça exprime aussi beaucoup de choses par rapport dans le rapport à la violence aussi. Alors, au jeu des références, moi, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si tu l'as lu. Est-ce que tu as lu La Horde du Contrevent d'Alain Damasio ?
Non. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose de ça aussi, cette horde d'êtres humains. Alors, bon, chez Damasio, c'est encore autre chose, mais par les prénoms, notamment, ça m'y a fait penser. Et par ce faire société dans des conditions extrêmes. Voilà, c'est assez intéressant. Et alors, il y a aussi quelque chose, alors, tu pourras peut-être nous parler de Solac, parce qu'il y a quelque chose de solaire dans ce titre qui, finalement, correspond assez peu, ou d'autres façons, au lieu où ils sont. Et c'est Piotr qui dit, il parle des autres, donc finalement de nous comme les terriens, donc ils sont limite sur une autre planète. C'est totalement ça. Et le nom de Solac, lui, on pourrait même imaginer que ce soit cette planète dans un autre système. C'était vraiment ça. Ah ouais, c'était vraiment volontaire. Le titre Solac, je ne sais pas d'où il m'est venu. Ce nom, ça, très très vite, je me suis dit, il faut que le lieu s'appelle Solac. Je voulais un titre qui claque, qui ait une consonance très poétique aussi. La première syllabe avec sol, là, ça évoquait pour moi et le soleil, l'absence de soleil, le négatif du soleil, et la solitude à laquelle ils allaient être confrontés. Et puis, plus profondément, sans doute, une solitude un peu existentielle, forcément, dans cette longue traversée de la nuit arctique. Et puis, voilà, donc il y a eu cette consonance. Alors, pour l'anecdote, ce qui est très drôle, c'est que j'ai cherché après, quand même, quand j'ai envoyé aux éditeurs, je me suis dit, mais ça se trouve, c'est un titre qui existe ou un lieu qui existe. Parce que moi, le mot m'était venu comme ça. Et j'ai trouvé que... Alors, il y a un village en Arménie qui s'appelle Solak. Bon, ça, c'était vraiment totalement involontaire. Et c'est un mot turc qui désigne les militaires, enfin, des janissaires, c'est-à-dire des hauts militaires qui protègent le sultan turc. Et là, je me dis, quand même, c'est formidable. Est-ce que je l'avais lu ? Est-ce que vous savez, parfois, il y a des réminiscences un peu inconscientes est-ce que Solac, en fait, j'avais pensé que c'était des militaires j'en sais rien. Enfin, j'ai trouvé que l'histoire était assez jolie, qu'il y a une espèce de réponse comme ça avec ce mot. Et oui, après, l'idée de huis clos, c'est quand même qu'on cherche un lieu complètement coupé du monde des êtres humains. C'est-à-dire que c'est l'intérêt du huis clos. C'est vraiment c'est expérimental, quoi. En fait, je voulais un lieu complètement expérimental. Je voulais tellement pas m'embarrasser de la société telle qu'on la connaît qu'il me fallait une planète inaccessible. Et ça aurait pu être le désert, par exemple, saharien, etc. Mais ce qui aurait été peut-être plus compliqué, c'est qu'on peut dire qu'on peut en partir ou qu'on peut essayer de rejoindre le reste du monde. Alors que là, avec la nuit arctique, ils sont coincés. Je voulais vraiment qu'ils soient coincés quelque part et qu'ils soient vraiment dégraissés de tout ce qui, nous, d'habitude, nous tient ensemble, quoi. Donc oui, une planète d'ailleurs, ça c'est vrai, oui. Et on se sent un peu ailleurs en tant que lecteur aussi, puisqu'il c'est quelque chose de très... Alors, pas forcément resserré dans le temps, parce qu'il se passe des choses dans la durée. Oui, c'est mais vrai. Même l'époque, moi, m'a paru pas si clair. Mais oui, c'est volontairement un peu un non-lieu, une non-époque, en fait. À part le fait que ce soit vaguement situé pour les observations climatologiques, mais ça développe pas du tout ce côté ultra scientifique. Déjà, j'en aurais pas la prétention. Je voulais pas faire énormément de recherches. C'était pas mon propos. Je pense qu'il y a des gens qui savent le faire bien mieux que moi. Et puis, c'était pas le propos du livre. C'était plutôt que chaque personnage interrogeait quelque chose de la société, mais dans un lieu un peu comme si vous preniez des petits personnages, vous les mettez dans un lieu expérimental et vous voyez ce qui se produit, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. C'est après aussi que j'ai pensé à une référence qui était très certainement là dans les lectures et à laquelle je n'avais pas consciemment pensé. C'était le désert des Tartares de Buzzati. Donc, si vous ne l'avez pas lu, c'est un livre absolument magnifique. Et finalement, c'est un peu la même chose. Je disais En attendant Godot de Beckett, mais à chaque fois, ce no man's land où vous avez des personnages dans le désert des Tartares, c'est un fort reculé, et puis les personnages attendent l'ennemi, mais pendant des décennies, quoi. Et puis l'ennemi n'arrive jamais, et puis en fait, ils n'arrivent plus à repartir, quoi. Ils sont prisonniers de l'attente. Et je trouve qu'il y a une métaphore de l'existence assez formidable, quoi, dans cette idée de qu'est-ce qu'on attend, vers quoi on est tendu. Vers quoi ils sont tendus, quoi. Et puis en plus là, les personnages sur Solac, il y a l'idée qu'il n'y a pas d'horizon possible. C'est-à-dire que je pense que ce qui nous tient quand même dans l'existence, c'est aussi le désir, quoi. Le désir, enfin avec un grand D, hein, pas uniquement le désir amoureux ou sexuel, etc., mais vraiment de qu'est-ce qui nous anime, vers quoi on est tendu. Et ces personnages-là, ils ont quand même été bannis du monde des hommes. Ils se retrouvent sur une presqu'île où il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on désire encore, quoi ? Qu'est-ce qu'on attend encore ? Et le personnage, le narrateur, parfois, il se dit ça. Il se dit, mais en fait, si je mourais demain, qu'est-ce qui se passerait, quoi ? À quoi je m'accroche encore ? Et il a sa propre réflexion sur ce qui, quand même, le tient vivant. Il dit vivant jusqu'à quand ? Je serai vivant jusqu'à quand ? Mais être vivant, peut-être que ça suffit, en fait. Il y a quelque chose comme ça, un peu, de la vie qui s'auto-suffit, qui est toujours tendue vers elle-même, en fait. Et alors, c'est un monde d'hommes, c'est un monde de force, de violence. Alors,
qui en creux, moi j'ai une phrase qui m'était restée, qui était les femmes sont nulles en dictature, qui arrive à un moment dans le livre, qui en creux nous parle un petit peu des femmes aussi. Ah bah oui, même beaucoup quand même. Oui, oui, évidemment. En fait, c'est vrai que, en plus, les gens qui me connaissent m'ont dit mais comment t'as pu écrire un livre avec que des hommes? Parce que effectivement, je suis quand même un petit peu un peu féministe, un peu beaucoup. Et donc, et en même temps, c'est pas du tout un livre anti-homme, etc. hein. C'est vraiment une réflexion, je pense, sur le rapport de ces hommes à la masculinité. Le narrateur, il est un peu empêtré là-dedans, en fait. Lui-même, il reconnaît que chaque être humain, mais là, c'est valable pour les hommes ou pour les femmes, est un monde de pulsions aussi qu'il faut gérer. Et ça m'intéressait beaucoup, le fait que dans le huis clos, il faut non seulement se coltiner les autres, mais soi-même et ses propres frustrations, ses propres et notamment les pulsions. Alors bon, par exemple pour Rock, le personnage qui est quand même très limité, très très vite la pulsion sexuelle est un problème. C'est-à-dire que ça reste quelque chose que chacun doit contenir, que chacun doit faire avec ça, avec cette part de son humanité. Mais chez lui, elle déborde tout, elle prend toute la place. Et je trouve que c'est aussi intéressant d'aller questionner ça, de comment on fait avec ça en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous le tapis vite fait. Bon bah tant pis, tu te débrouilles avec tes pulsions. Bah non en fait, c'est là, c'est présent, ça fait partie de notre humanité et c'est intéressant d'aller chercher un peu. Bon, c'est vrai qu'après je les laisse pas beaucoup tranquilles avec ça. Oui. Ça fait partie. On n'en dira pas trop. On n'en dira pas plus, mais oui. On est dans un drame quand même. J'aimerais bien qu'on revienne sur le texte. Avec un autre extrait qui va nous mener aux questions d'écriture aussi, puisque c'est quand même un des points importants du livre. D'abord, il y a ce que j'appelle les dangers blancs, j'ai expliqué. Pour l'instant, t'as encore rien vu du vrai froid. Mais quand l'hiver et la grande nuit vont tomber, faut bien que tu comprennes que c'est une grande claque dans ta gueule de tendron, comme si Dieu te collait une baigne parfumement glacée. Tu comprends? Il a hoché la tête. Bon. D'abord, faut jamais marcher trop vite. Jamais. Pour pas glisser. C'est la première règle. Toujours savoir où tu mets les pieds. Toujours. Et avoir de la lumière avec toi. Toujours. Te méfier des congères, des crevasses, des failles, des trous d'eau, toutes les choses trappes de la banquise. Les deviner dans l'obscurité, anticiper. Pas de blessés tout court. Tant qu'il fait jour, pendant quelques semaines encore, je te ferai faire le tour du propriétaire. Bien sûr, on a un minimum de matériel, des calmants, des attelles, de la morphine, quelques instruments chirurgicaux d'urgence, mais à part une formation de base, Rock et moi, on n'est pas franchement des as de la couture. Ah, il y a peut-être Grizzly, qui s'y connaît un peu mieux en corps humain, rapport à ses études, mais c'est rien que de la théorie. Et je suis pas sûr qu'il tournerait pas de l'œil si l'un d'entre nous s'ouvrait la cuisse à la hache. Des entorses, je m'en suis déjà fait, en 20 ans de Solac. Mais si l'un de nous décide de se faire une fracture ouverte, c'est autre chose. J'ose pas imaginer ce que ça donnerait si Rock devait me faire un ourlet à la couenne. Si vraiment il y en avait un qui pissait le sang, il n'y aurait qu'une chose à faire. Compresser. Et puis, si ça s'arrangeait pas, appeler des terriens et prier la météo de la grande nuit pour qu'une accalmie permette le vol d'un hélico. Ce qui est impossible en vérité, et même si c'était le cas à coup sûr, ce serait une manière de jamais revenir, ni ici, ni à soi tout entier. Et puis, il y a le froid. Mais j'allais pas lui faire l'affront de le lui rappeler au gosse. Déjà qu'il avait son bonnet toujours vissé sur la tête, même dans la centrale. Un petit bonnet gris fin sur lequel il rajoutait une de nos grosses cagoules militaires quand il sortait. Pourtant, c'était encore l'été, façon de parler, mais la perf de son nez goûtait déjà quasi en continu. Si on a la chance de ne pas crever de froid ou dans une crevasse, l'autre danger blanc, plus rare, mais qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est le pater, l'ours blanc. Mâle ou femelle, c'est pareil.
Sur cela qu'on sort jamais sans son fusil. Jamais. Attention, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément lui tirer dessus. Si tu le croises, t'attends de voir comment ça se passe. Parfois, ils cherchent juste leur chemin. Ils te regardent avec leur tête de faux nounours, mais de vrais carnivores. Et puis, ils font demi-tour. Ils te snobent de leur gros cul dédaigneux. Mais si tu sens le pater grognon, alors là, faut pas réfléchir, parce que entre lui et toi, c'est tout vu. Il faut que tu comprennes que le bestiau peut peser jusqu'à près d'1 tonne. Et que sous la fourrure épaisse, où t'aurais gentiment envie d'enfoncer la main comme dans un bain chaud, se cache un tueur qui t'arracherait le bras avant que t'aies pu armer ton fusil. Le gamin qui essaie de la tête, l'air de dire « J'ai compris ». J'ai pas parlé du danger gris. Il devinerait bien assez vite de toute façon. À un moment ou à un autre, ça le saisirait et le secouerait violent, comme un poireau terreux. L'isolement, la solitude, l'angoisse, ça l'asphyxierait. C'est pas rien, l'instant où on comprend ça, que rien ni personne viendra nous sauver, qu'on est seul ici. Rien qu'une carcasse chaude sur un continent froid. Du vivant, mais pas pour longtemps. Merci beaucoup. Bon, je pense que vous commencez à sentir l'ambiance. Voilà, c'est danger, la nature d'un côté et la nature humaine de l'autre. Je ne sais pas si on peut parler de nature humaine, c'est toujours une grande question, mais en tout cas, ce que l'être humain peut faire. Et donc, cette écriture, voilà, j'aimerais qu'on termine là-dessus, parce que c'est vraiment une des choses très notables. Et moi, je me demandais, bon, c'est une écriture avec beaucoup de comparaisons, de métaphores, d'images. Quel est l'objectif et l'idéal en fait que tu vises avec cette écriture, ces tournures de phrases, des phrases qui quelquefois se déploient, des espèces comme ça de temps de dialogue, voilà. Bah, je dirais pas que je vise quelque chose. Hein. C'est pas du tout. Quand on écrit, on ne se dit pas. Je vais essayer de faire ça, etc. En fait, c'est vraiment venu comme ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la voix du narrateur que j'ai trouvée très rapidement, c'est assez inexplicable. C'est-à-dire, pour moi, c'est très organique, c'est très viscéral. D'ailleurs, le texte est très viscéral, mais c'est vrai, il y a quelque chose pour moi de très sensoriel. Où, puisque ce froid, par exemple, je ne le connaissais pas, il fallait le traduire entièrement en images. Donc c'est qu'est-ce que ça peut faire, traduit en langage, toutes ces sensations et toutes ces questions qui sont suscitées par cette esthétique de la survie. Et puis, ce personnage, ce que j'aimais, parce que peut-être c'est ce qui m'intéresse aussi dans l'existence, c'est qu'il mélange vraiment deux choses dans sa manière de parler, à la fois une grande oralité, voire une grande vulgarité. Enfin, il est grossier parfois. D'ailleurs, il a un argot militaire un peu. Il a une manière très orale, très vulgaire de s'exprimer. Et puis, en même temps, il est complètement traversé par des fulgurances poétiques. Il a une manière d'envisager les choses qui n'est pas forcément banale, enfin, qui est très, très singulière, qui est propre à son imaginaire. Et j'aimais beaucoup le mélange des deux. L'idée d'un personnage qui est à la fois capable d'une grande crudité, de quelque chose d'un peu féroce, trivial, et en même temps de choses qui sont très très belles, et il n'en a pas conscience du tout. Enfin, je pense pas. Il n'est pas du tout en train de se dire c'est beau ce que je suis en train de dire, je suis en train de faire de la poésie. Pas du tout. C'est vraiment il pense les choses comme ça, il voit le monde comme ça. Et moi, j'ai eu l'impression d'être dans sa peau, vraiment, enfin qu'il m'habitait complètement. Je sais pas qui était dans la peau de l'autre, mais que j'écrivais pour lui et que c'était cette manière de voir les choses. Après, je pense que moi, je pense beaucoup comme ça, quand même. Ça n'a pas été un effort énorme, c'est-à-dire que peut-être c'est aussi des résidus de lecture. J'aime énormément la poésie, la littérature d'une manière générale, etc. Et donc, il y a une manière comme si vous assimiliez, vous métabolisiez tout ce que vous avez lu et que ça devient une manière de voir le monde et de penser le monde. Et donc, voilà, je sais pas, ça surgit comme des manières de voir les choses. Et puis ça donne cette espèce de langue un peu hybride. C'est une langue un peu hybride. Mais comme le personnage, il est ni bon ni mauvais, on ne sait pas trop comment le situer sur l'échelle du bien et du mal. Et on ne sait pas trop bien comment le situer sur l'échelle de la poésie ou de la vulgarité. Voilà. Il y a un peu ça. C'est une écriture un peu entre deux, comme ça.
Toujours difficile, j'imagine, de toute façon, de demander à un auteur comment l'écriture, on sait que c'est du travail. Oui, déjà. on sait que c'est du travail, mais cela dit, c'est un texte qui est venu d'un jet quand même. Il a ce côté hyper nerveux. Je voulais une flèche, je voulais quelque chose qui soit pas du tout. J'aime pas trop les livres où en plus il y a de la page pour de la page. Enfin, je devrais pas dire ça, mais parfois il y a un peu ça. Alors moi, je suis quand même très exigeante en tant que lectrice, justement. Donc, j'aime quand ça va aussi dans une forme d'efficacité, de quelque chose qui est très resserré. Et je voulais absolument épurer au maximum. Donc, c'est pour ça que c'est un texte court, très resserré. Il fallait qu'on enlève tout ce qui était vraiment superfétatoire. C'était pas possible de le garder, que l'essentiel, quoi. Mais c'est ça, la force du texte aussi, c'est qu'on va, on va effectivement... On va à l'essentiel, quoi. Oui, c'est vrai. Droit au but. On va devoir un petit peu terminer quand même aussi. Mais peut-être que vous aviez des questions à poser à Caroline. Sinon, moi, je lui poserai une dernière question, mais je ne suis pas la seule à pouvoir m'exprimer. Ouais. C'est bon. Est-ce que... Vous allez avoir le son. Bon, oui, ça y est. Est-ce que après avoir écrit, ça vous a donné envie d'aller sur le lieu? Pas tellement. Si, alors bon, si on m'invitait, je dirais pas non. Mais comment... Non, mais... Non, je sais pas comment vous dire. C'est comme si j'y étais allée. Ça paraît exagéré, mais je vous avoue que c'est comme si j'avais passé beaucoup de temps. Vous savez, quand vous êtes dans un texte, vous êtes pris, mais c'est une totale immersion. Donc il y a la vie, il y a la vraie vie courante avec le travail, les enfants, etc. Et puis en fait, j'ai une petite part de moi qui est en article, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça. Et après, l'écriture est finie, c'est terminé, ça s'est refermé. Et j'ai l'impression qu'il y a eu cette espèce de voyage imaginaire, c'est vrai. Alors, ça se trouve, j'irais, je pense que je serais quand même fascinée, je pense que je trouverais ça magnifique. Mais peut-être que ça n'irait pas avec ce que moi j'ai fantasmé de ce grand froid, de ces grands espaces. Je ne sais pas. Mais oui, bien sûr, quand même, j'irai avec plaisir, c'est vrai. Il n'y a plus qu'à attendre l'invitation Voilà, sur un bout de banquise. Mais cela dit, j'aime bien écrire sur ce que je connais pas, donc je ne suis pas sûre que c'est pas la première chose que j'aurais envie d'aller voir. Je préfère découvrir, quoi. Je préfère découvrir, ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ? Ok, alors moi juste pour terminer rapidement, c'est un livre très très sombre quand même, qui dit des choses très dures. Je voulais savoir pour toi, où était l'espoir là-dedans ? Dans l'éducation, non, mais si, en plus un peu. Comment Non, mais moi, je vous dis, j'étais la première surprise d'avoir écrit un livre si noir. Je m'étais vraiment pas rendu compte. C'est vraiment en relisant, et puis même les gens m'ont dit, mais si, mais c'est hyper noir. Je me dis, oh là là, j'avais pas du tout conscience que c'était si noir. Après, l'état du monde dans lequel on vit, quand même, je pense que ça nous atteint un petit peu, quoi. Donc, c'est vrai que j'étais très révoltée. On en a pas parlé, mais c'est vrai qu'au départ, il y avait ça en plus. Quand je voulais écrire une tragédie, j'étais dans... J'en peux plus, quoi. Je pense comme vous, on lit les journaux, on écoute la radio, etc. Cette absurdité de ce qu'on vit, là, de se dire qu'on prend pas les bonnes décisions et que l'humanité répète les mêmes erreurs sempiternellement, etc. Non, je voyais pas beaucoup d'issues, justement. Le personnage positif, c'est Grizzly, quand même. Et en fait, je dirais que l'espoir, il est dans ce personnage qui est à la fois du côté de la science, de la raison, du langage, d'une tentative d'être humain, de l'humanité, etc. Enfin, en gros, de l'humanisme, pour la faire courte. Je me dis, c'est beau, ça existe, en fait. Ce qui vaut le coup, c'est quand même la lutte. Moi, je suis pas du tout une pessimiste, dans le fond. Enfin, j'espère ne pas être pessimiste. Je crois qu'il faut lutter, que c'est notre devoir d'être humain de lutter. Enfin, voilà, un festival comme celui-là, il dit ça aussi, quoi. Mais bien sûr, enfin, la beauté, l'art, le langage, l'échange... la découverte de l'autre, la curiosité, tout ça, c'est quand même des choses qui existent. Et ça me donne encore espoir, quoi. Tout le reste m'atteint beaucoup trop. Bon, on va finir là-dessus. Voilà, l'espoir est là. Merci beaucoup. Et donc, bon espoir, bonne suite. Le festival y participe. Effectivement, c'est des moments qui nous font du bien. Et puis, on en avait besoin aussi. Donc voilà, bonne journée, bon dimanche et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.